J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Je n'ai pas échoué dans mes activités, mais je n'ai pas tout gagné comme je le souhaite. Mais j'ai bien gagné de ma vie. Donc je suis fier de tout le travail que j'ai fait et c'est ce que j'ai dit à mes enfants, à mes deux filles. Il faut vous battre. Il ne faut jamais dire je ne touche pas à ça. Il faut toujours toucher, il faut toujours tenter, il faut toujours vous dire que c'est là le bonheur. C'est mieux que d'aller mendier, c'est mieux que d'aller chômer. Parce que vous chômez, vous mendiez, vous êtes entraîné vers ce qui n'est pas bon. Mon nom est Abou Khalil Khalil. Je suis né en Guinée, à Conakry, mais je suis de la préfecture de Dubreka, que j'adore. Je suis marié, je suis père de 3 enfants, 2 filles et un garçon, malheureusement, que j'ai perdu à l'âge de 31 ans, mon garçon. Quel est le premier souvenir que vous avez quand vous étiez jeune? J'ai beaucoup de souvenirs, mais j'ai été toujours marqué par les mouvements de la jeunesse. Comme j'ai été d'ailleurs très jeune responsable de la jeunesse, je me suis orienté vers tous les secteurs qui pouvaient réunir les gens socialement, qui pouvaient regrouper beaucoup de personnes et où on pouvait vraiment s'amuser et travailler en même temps. Donc c'est le sport, c'est la musique, j'étais responsable aussi de l'orchestre. J'avais aussi eu la chance d'être au comité régional de la jeunesse. C'était le summum d'une préfecture. Et j'étais membre du Conseil national des sports. Donc toutes ces activités, ça me rappelle beaucoup de choses. On n'en finira pas d'en citer beaucoup, mais c'est très intéressant. Les moments des jeunes, c'est les meilleurs moments de la vie pour moi. Et ça, vous aviez quel âge quand vous aviez toutes ces responsabilités? J'ai commencé à l'âge de 12 ans. 12 ans, je le dis, parce qu'on me prenait pour quelqu'un qui avait 16 ans ou 17 ans. Parce que j'étais assez grand. Et j'ai continué comme ça. Comment vous avez eu toutes ces responsabilités du coup à 12 ans? Est-ce que ça provient de vos parents qui vous ont donné le goût du travail? Ou dès 12 ans, vous étiez mature et vous étiez attiré par ces responsabilités? Non, écoutez, je profitais du bien du travail de mon père. Mon père était un grand battant. Il est venu en Guinée. Imaginez, mon père est venu en Guinée, il avait à peine 14 ans. Même pas. Il est né en 1908 et il est venu en Guinée en 1920. 12 ans. Il a quitté le Liban. Il s'est embarqué dans un bateau. On disait qu'il partait aux États-Unis. Parce que mon père a été orphelin de père et mère, il avait 6 ans. Donc il a beaucoup souffert. Pourtant, son père était un grand patriarche dans le sud, dans son autre village. Et il avait hérité de beaucoup de biens que son grand frère a tout bradé. Le peu qui est resté, nous avons récupéré ça. Donc mon père est venu directement prendre le bateau. On dit il va aux États-Unis, il va en Amérique. On ne pensait pas à l'Afrique à l'époque, on ne parlait pas d'Afrique. Donc il est monté dans ce bateau avec une petite valise qui contenait peut-être 2 ou 3 chemises, je ne sais pas ce que ça contenait. Et le bateau est venu. Malheureusement pour lui, le bateau est venu en Afrique. Et son premier port, c'était à Conakry. Il devait continuer et terminer par la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc, ses parents, du côté maternel, lui avaient donné une lettre de recommandation pour donner à un de ses parents qu'il trouverait en Amérique, soi-disant, mais c'était en Côte d'Ivoire. Eh bien, à Conakry, il est descendu du bateau, parce que le bateau devait faire 24 heures. Donc, des parents l'ont reçu là-bas, et ils l'ont retenu sans qu'ils ne se rendent compte. On dit non, le bateau a du retard. Il est venu, il a trouvé que le bateau est parti. Mon père a tout de suite quitté Conakry pour aller à Dubreka. Il a été transporté en hamac de Dubreka jusque-là. Il ne connaissait personne. On est parti lui ouvrir une boutique. Il est resté. Il n'est pas resté longtemps. Je ne peux pas dire combien de temps. Il est venu, il s'est rapproché de Dubreka. Et finalement, je crois que c'est dans les années 1922 qu'il est venu s'installer à Dubreka. Et comment il s'est débrouillé quand il avait 14 ans? Écoutez, quand ses parents l'ont reçu, ils lui ont ouvert une boutique, comme tout bon Libanais. On commençait par son petit commerce. Donc il a travaillé là. Eh bien, il est venu à Dubreka. Il a travaillé dur. C'est pas lui qui me l'a dit, c'est une vieille femme que j'ai rencontrée qui me dit, est-ce que tu sais que ton père a failli se tuer? Je dis, comment? Elle dit, parce qu'ils sont, moi je crois qu'elle devait être une amie à mon père. Elle dit, il est venu et puis
On a fait l'inventaire, on lui a dit qu'il a perdu de l'argent. Il ne dépensait pas. Comment peut-il perdre? Donc il a dit que sa vie est nulle. Ils avaient tous les immigrés avaient des petites armes, des petits pistolets. Il a pris ce pistolet, il voulait se tuer. Quand la femme lui a tapé le bras et la balle est tombée dans sa cuisse. Vous avez quoi comme souvenir de votre père quand vous étiez jeune? Non, écoutez, mon père était un homme qui avait beaucoup de caractère. Il était très ferme dans ses décisions. C'est un homme qui aimait travailler. Et moi, nous avons commencé l'école primaire à Debreka. J'ai vu mon père travailler du matin au soir, arrêté parce que c'est pas le grand commerce, c'était pas un importateur. Il partait se ravitailler à Conakry, il venait, il travaillait. Mais il avait une très grande réputation, il était très social. Et je disais à mon père à l'époque, mais tu fais tout ce travail, qu'est-ce que ça te rapporte? Tu payes, je prends un article comme ça, tu payes un article à 25 francs, c'était beaucoup d'argent à l'époque, et toi tu le vendais à 30 francs. Mais il gagnait à peine 5%. Et moi je lui dis une fois, parce que j'étais encore à l'école, j'étais à 3e ou 4e année, j'ai dit, papa, est-ce que c'est avec 5 francs de bénéfices que tu vas nous éduquer? Nous, qu'est-ce que ça va nous rapporter? Il dit, c'est comme ça que je vais vous éduquer. Et puis mon père était très large pendant les périodes de pénurie, parce que c'était la Deuxième Guerre mondiale était là encore. Donc mon père, il avait presque rien. Mais il lui arrivait une fois par semaine, ou durant le mois de carême maintenant, d'inviter la population, il leur donnait de l'huile, du riz, de l'argent, pour qu'ils aillent manger. Il l'a fait. C'est cette éducation que nous avons subie, et c'est ce qui nous a été inculqué. Il vous a donné peut-être aussi un petit peu la fibre du commerce et de se débrouiller comme... Moi, je mettais toujours, quand j'étais à l'école, jusqu'au certificat du primaire, je dis, je voudrais être médecin. J'aimais beaucoup la médecine. Je dis, tout à l'heure, on en parlera. Mais j'ai dit, mais la médecine, qu'est-ce que ça va me rapporter? Une consultation dans une ville pauvre? Parce que moi, je voulais faire ça et venir soigner les malades à qui mon père souvent faisait des gestes, mais il n'avait pas d'argent pour se soigner. Mais je dis, je vais imiter mon père. C'est vrai. Je vais peut-être être, comment on appelle, à la disposition de la société des gens, mais il faut bien que je travaille pour vivre. Et moi, j'ai besoin de mieux vivre. Donc, j'ai vu ma dimension dans l'avenir beaucoup plus grande que ce que pensait mon père. Et d'ailleurs, il y a eu un moment donné en Guinée où on a interdit le commerce privé. Tout était bloqué. Parce que c'était un régime socialiste, le président Sékou Touré, que son âme repose en paix, un homme que j'ai beaucoup admiré, que j'ai beaucoup respecté, qui nous a beaucoup aimés, a dit, il n'y a plus de commerce privé, on va désigner un commerçant dans chaque préfecture pour venir prendre la dotation de la préfecture et la distribue à toutes les sous-préfectures. Et mon père prenait toute cette dotation, il s'assoyait avec la commission qui était là pour la répartition judicieusement dans toutes les sous-préfectures. Vous avez travaillé un petit peu avec lui Oui, j'étais là, parce que moi j'étais parti à l'école primaire, quand je rentrais, j'étais là, je l'aidais. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le travail. Et je suis quelque part très fort en calcul mental. Donc j'ai appris ça comme ça. Vous parliez un petit peu du coup de l'école. Comment elle était du coup votre école? Vous étiez comment en tant qu'étudiant? L'école primaire qu'on avait était peut-être à 500 mètres de la maison. Au départ, on ne sortait pas. On nous prenait dans la voiture, nous amenait à l'école les premiers jours pour nous montrer le chemin. Et puis après, on se débrouillait tout seul. On s'est fait des amis, on s'est fait des camarades avec lesquels on a évolué. Et c'est comme ça. Et après l'école primaire, nous sommes descendus à Conakry, ma grande sœur et moi, et mes petits frères sont restés à l'école primaire à Conakry. Nous avons continué. Moi, j'étais au lycée classique, ma sœur était au lycée des jeunes filles. J'ai évolué comme ça, et puis c'était très bien. Et vous étiez globalement un bon élève? Vous aviez des bonnes notes? Mes copains pourront vous le dire, j'étais très très bon à l'école. Très très bon. Toute matière confondue, pas que le calcul mental. Oh non, j'étais fort en mathématiques, c'est sûr.
j'avais l'avantage donc d'avoir des bons professeurs de français. C'est après l'indépendance qu'on a commencé, les coopérants français sont rentrés. L'AID a envoyé des Américains qui étaient venus dans le cadre de l'aide, mais uniquement des professeurs d'anglais. Et puis les pays de l'Est, malheureusement, nous ont envoyé des professeurs de français qui ne savaient même pas parler français. Moi, j'avais comme professeur de français à ma deuxième année au lycée, qui était un Bulgare. Pendant que ma première année, j'avais un professeur excellent qui s'appelait M. Elban. Donc j'étais bien. Même au bac, j'avais une dame qui était Mademoiselle Bruyère, qui était une très grande professeure de français. Donc j'étais bien, j'ai aimé le français parce que je voyais cette belle femme. Ça aide, ça aide. Et même là-dessus, du coup, vous étiez responsable de classe. Donc vraiment, vous avez pris des responsabilités hyper tôt. Oui, j'aimais ça. Et vous saurez expliquer le pourquoi du comment vous avez voulu prendre des responsabilités aussitôt? Non, vous savez, d'abord, je m'excuse du terme, j'avais plus de moyens que les copains. Et moi, j'étais externe. Donc, ces copains profitaient, c'était des jeunes qui venaient des préfectures, des régions à l'époque, qui n'avaient pas assez de moyens. Et moi, c'est là où je gagnais. Parce que les petites bourses que les parents donnaient à ces enfants. Moi, je partais à l'époque, je venais à Conakry, il y avait un grand magasin qui s'appelait Diverma, des divers marchandises, ils vendaient. Je partais payer des petits articles que les élèves pouvaient aimer, je partais à Libraport, payer des cahiers, des stylos, je venais leur revendre ça. Alors, je gagnais mon bénéfice dessus. Vous avez toujours eu la fibre commerciale? Ah oui, non, j'ai toujours aimé ça. Et ça me faisait plaisir. Donc, mais c'était des petits bénéfices de copains, quoi. C'est pas... Oui, c'était minime, mais ça vous a appris, en tout cas, à mettre un pied à l'étrier pour après votre carrière, je suppose. Absolument, absolument. On va y revenir un petit peu plus tard. Du coup, globalement, comment vous résumeriez votre enfance? Une très bonne enfance. Vous manquiez de rien? Non, je ne manquais de rien. J'étais dans un très bon groupe. J'avais des copains vraiment admirables et qui étaient là. On se retrouvait ensemble, on discutait, on faisait les devoirs ensemble, on partait, on s'amusait. C'était vraiment très bien. Ce sont des moments les plus agréables pour moi dans ma vie. Et c'est là que, d'ailleurs, est née ma popularité au niveau de la préfecture de la région de Dubreka, où j'ai été élu. Je n'avais pas de concurrent pendant l'élection. Je me présentais, personne plus ne se présentait. On va en parler juste après. Je fais juste une petite parenthèse. C'est vrai que vous nous avez parlé un petit peu de votre père. Votre mère, vous en avez quel souvenir? Maman était une femme... parce que mon père a eu des difficultés à un moment donné, nous l'avons senti. Mon père venait prendre des marchandises à Conakry. Et quand les marchandises ne se vendaient pas, il faisait beaucoup de gestes. Donc il touchait un peu l'argent des autres. Il s'engageait à les payer. Et il arrivait à les payer. Mais ma maman, pour l'aider, elle venait. Malgré cela, elle faisait la cuisine pour nous. Elle s'occupait de nous. Nous étions des enfants. Nous étions 5 enfants pour ma mère. Et mon père était obligé tous les jours de descendre à Conakry chercher les marchandises. C'est ma maman qui gérait. Et moi, je me rappelle, ma maman, elle faisait de la glace avec du sirop. Elle mettait dans des bacs à glace. On était là, on a appris à coudre des petits sachets en plastique dans lesquels on mettait cette glace qu'elle vendait à 1 franc. Alors, ce sont ces 1 franc regroupés. Elle prenait dedans la matière première qu'elle utilisait pour faire la glace, le sirop et consorts. Et puis elle apportait le petit montant qui lui restait à mon père. On a vu ça, et ça nous a beaucoup marqué. Ma maman était une battante, elle aimait beaucoup. C'était une grande femme, elle faisait bien la cuisine, elle s'occupait de nous. Elle nous cousait nos barboteuses à l'époque, c'était quelque chose de bien. Vous parliez aussi un petit peu de votre père qui venait du Liban. Est-ce que du coup vous êtes parti au Liban par la suite, aller un petit peu sur vos racines ou pas? Oui, je suis allé au Liban, ma maman est tombée malade à un moment donné. Mon père m'a dit, moi je ne peux pas partir, tu vas accompagner ta mère au Liban. Et nous sommes partis avec ma maman qui était malade. Et on a profité des vacances. Nous sommes arrivés au Liban. Maman était soignée. Ma sœur a fait l'école là-bas. Moi, je n'ai pas voulu faire l'école là-bas. Et après, quand j'ai vu qu'elle était guérie, qu'elle allait beaucoup mieux, j'ai pris mon avion et je suis revenu seul à Conakry, où j'ai continué avec mon père et mes études. Du coup, vous commencez votre carrière, on va dire, en même temps que vous étiez étudiant, si j'ai bien compris.
Vous commencez à avoir de la notoriété quand vous étiez encore étudiant, c'est bien ça? Voilà. Et du coup, vous faites quoi par rapport à cette préfecture? Est-ce que vous pouvez m'expliquer le début de carrière? Non, écoutez, je n'ai plus voulu, après mon bac, je n'ai plus voulu continuer à l'université. Bon, j'ai dit, ça ne me servira à rien. J'ai déjà une notion de base. J'ai commencé à faire des cours par correspondance. Il y avait une école qu'on appelait l'école ABC en Belgique, avec laquelle je correspondais. Et puis, voilà, j'apprenais beaucoup de choses. Je m'étais orienté vers le commerce international. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et c'est parti de là, voilà. Donc cours par correspondance, Cours par correspondance, pendant 2 ans, 3 ans. Après, j'ai arrêté. 2-3 ans, et après? Je n'ai plus. Après, j'ai intégré une société parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas. Les relations avec la Guinée, c'était avec les pays de l'Est. Et avec l'Occident, il n'y avait pas. La France, la Belgique, non, il n'y en avait pas. Par contre, il y avait quelques sociétés qui avaient eu le courage de venir en Guinée. La République de Guinée, pendant ce temps, il y avait 5 grandes sociétés qui importaient. Alors, moi, j'ai été représentant d'une très grande société qui s'appelait Arab Traders Union, Union commerciale arabe. Grâce à un bel oncle, un oncle à ma femme, il m'a dit, écoute, j'ai une société qui vient ici, je voudrais bien que vous vous entendiez, tu travailles avec elle. Je leur ai parlé de toi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc j'ai quitté Dubreka pour Conakry, où nous avons créé la société. Et c'est votre premier travail? Une fois que j'ai abandonné mes propres petites affaires, quoi, parce que j'aidais mon père quand même. Oui, ok. Voilà, mon père avait des stations d'essence, il avait 46 boutiques dans la préfecture de Dubreka, dans la région de Dubreka. Il les gérait tout seul. Donc je l'aidais, et puis moi je tenais ses comptes, etc. J'étais très bien placé dans ça. Et vous n'avez pas voulu continuer les affaires de votre père? Non, c'était des petites affaires pour moi. Vous avez... Moi j'avais des ambitions plus grandes que ça. Vous sauriez me dire pourquoi vous aviez des ambitions aussi grandes depuis gamin? J'ai des ambitions parce que j'aimerais bien être utile aux autres. Et pour être utile aux autres, il faut beaucoup de moyens. Il faut aller les voir. Il faut des véhicules. Il faut ceci. Ensuite, j'aimais bien des grands mouvements. La jeunesse, il fallait habiller la jeunesse. Il fallait habiller l'équipe sportive. Il fallait habiller l'orchestre. Il fallait acheter des instruments de musique. Il n'y avait pas ces moyens dans les régions. Les régions étaient obligées de se débrouiller d'elles-mêmes. Il n'y avait pas un budget que l'État allouait à celle-ci. C'est les régions. Eh bien, moi, j'ai trouvé la solution. Moi, j'ai dit à la jeunesse, je m'occupe de vous. Je dis à mon père, prête-moi de l'argent, je vais aller acheter ça. Comment tu vas faire? Je dis, je vais les vendre et te rembourser. Il me dit, d'accord. Il fallait aménager les stades. Eh bien, moi, je prenais ces équipements. Je multipliais le prix par 4. Et j'ai invité les sous-préfectures à venir les acheter. Si vous ne payez pas ça, vous ne pouvez pas participer aux compétitions régionales. Donc, ils sont obligés de payer. Et moi, ça me faisait de 1 à 4, la différence faisait 3. Je remboursais mon père. Avec les 3, j'équipais toutes les équipes sportives que j'avais. Je payais les tenues de mes musiciens. Je venais payer les orchestres. 2 fois, le président Sékou Touré me donnait des instruments de musique gratuits. Lui-même, en tant que président, il nous les offrait. Mais il fallait le compléter par autre chose. Moi, je faisais tout ça. Et d'ailleurs, j'étais le premier responsable de la jeunesse de Guinée à habiller le comité régional de la jeunesse lors du 5e congrès de la GRDA. Quand le président Sékou Touré est entré dans la salle, il a vu tout le monde, il a vu que le comité régional de Breka était... Je me rappelle, j'avais fait coudre des tenues, des sahariennes, pantalons et chemises, verts très jolis. Quand il a été marqué par ça, il a suspendu la séance. Il a dit, la séance reprend demain. Et il a appelé les responsables du bureau politique national, invité tout le monde de prendre l'exemple sur Dubreka. Il faut que demain, tout le monde soit habillé dans la salle. Quand vous m'avez dit que vous aviez un ami à votre femme, vous aviez été en contact avec un oncle à votre femme, qui vous a fait rentrer dans cette société, est-ce que c'est là vraiment le début de votre carrière où vous avez commencé à faire des montants un peu plus gros, etc. Alors pour cette société, je travaillais, j'étais rémunéré au chiffre d'affaires. Okay. Donc plus
j'importais pour l'État, en fonction de mon chiffre d'affaires, j'avais un pourcentage. Mais vous savez, quand l'on vous dit, au moment où vous n'avez pas touché, par exemple, à 1 000 $, on vous dit, vous importez pour 1 million de dollars, par exemple, vous avez 1%. Mais c'est important, ça fait 10 000 $. Mais moi, je dis, c'est bon. Et puis, la société m'a donné une voiture. Et la société me prenait l'hébergement en compte. Et la société me donnait comme salaire mensuel, je me rappelle encore, 500 $. Bon, je dis, c'est bien. C'était bien pour l'époque, je m'en Ah oui, non, je dis, c'était bien. Mais bien, j'ai travaillé. J'ai été le premier importateur pour l'État guinéen à l'époque. Après moi, il y avait 5 sociétés en Guinée. Il y avait Arab Traders Union, il y avait la société André Compagnie qui était une société suisse, la société Socoprint qui était une société suisse, la société Kanyasi qui était une société malienne, et la société Suissia qui était une société marocaine. J'étais le premier. Comment vous diriez maintenant, avec toutes ces années, que vous avez tiré votre épingle du jeu? Quand vous avez fait la différence? Écoutez, pendant que je faisais ça, j'ai créé ma propre société, mais pas pour faire de l'import-export. J'étais attiré par les pantalons jeans que tout le monde portait. Je suis venu à Lyon acheter toutes les machines qui m'ont coûté à l'époque 35 000 $. J'avais un peu d'argent déjà avec ma société. J'ai payé ces machines. J'ai envoyé un jeune qu'on a formé. Et puis, on m'a dit, il faut faire venir du tissu. J'étais limité, mais j'ai fait venir du tissu. J'ai trouvé la marque. Alors, vous allez tout à l'heure me comprendre quelle était la marque. J'ai écrit Lille. Mon nom, c'est Khalil. J'ai pris les 3 dernières lettres, Lille, qui se rapprochait un peu de Lee, le jean Lee. Donc, comme on était dans une région où l'analphabétisme était de 85%, les gens ne se comprenaient pas entre Lille et Lee. Donc, tout le monde allait être tenté par ça. J'ai fait venir des patrons, c'est les tables de coupe là. Et puis, j'ai embauché un tailleur. Au moment où je devais démarrer, j'ai eu une très belle opportunité. Donc, je n'ai jamais démarré mon usine de jeans. Ah, vous ne l'avez jamais fait? Non. Parce que vous avez eu une autre opportunité? J'ai eu une autre opportunité, je ne pouvais pas me diviser en deux, j'aurais perdu les deux. J'ai fait un calcul rapidement. J'ai dit, cette affaire est mieux que celle-là. Je vais revendre ces machines. Quelqu'un va devoir prendre. D'ailleurs, j'ai revendu sans jamais encaisser la valeur. C'est parti comme ça. Mais ça ne m'a rien dit. En fait, vous étiez un peu comme on appelle aujourd'hui commercial multicarte, quoi. Oui, oui. Donc, j'ai travaillé là et puis ça m'a donné beaucoup d'argent. Parce que qu'est-ce que j'ai fait avec ceci? Je leur disais, ce n'est pas vous qui allez embaucher les travailleurs, c'est moi qui vais les embaucher. Et je connaissais le salaire qu'ils payaient ici en France. Donc, je facturais ces gars au salaire français et moi, je payais le salaire guinéen. J'ai fait une bonne somme quand même, Dieu merci. Oui. Et j'ai construit, le président était fier de moi, le président Sékou Touré. Le président Sékou Touré était comme un papa à moi. Vous aviez quel âge là, quand vous avez commencé à faire de l'argent? Oh, alors je vous dis, mais j'ai commencé à faire de l'argent très bien. Quand vous avez commencé à faire beaucoup d'argent, vous voulez dire? Voilà, ou bien un peu d'argent? Non, Si un peu d'argent, j'en ai fait tous les jours. Voilà, un peu d'argent, on a compris que de toute façon, dans votre famille, c'était un peu inné. Et oui. Dès que vous aviez... J'avais 25 ans. 25 ans? Oui. À partir de 25 ans... Parce que j'ai tout de suite vu, j'avais un objectif dans ma vie, je dis, moi, j'ai commencé à travailler, je dis, je grandis, je commence à travailler, je commence à avoir de l'argent, je me marie moi-même de mon argent, je m'installe, je construis ma maison, et tout est parti par je. Donc je me suis marié à ma femme, et on s'est battu ensemble, ma femme à mes côtés, elle a fait des études universitaires, elle était économiste, elle a travaillé directrice générale d'entreprise de l'État. Voilà, elle a fait bien rouler sa bosse. Mais moi, je m'en foutais de son salaire, parce que son salaire était insignifiant pour moi. Ça ne me suffisait même pas pour mon carburant. Mais j'étais content. Je travaillais bien et je suis content. Mais dans tout ce que je faisais, je pensais à tout ce qui m'aidait. J'ai horreur que je vienne voir quelqu'un, je dis, tu me donnes ça, je te donne ça. Moi, je n'accepte pas qu'on me le dise, je n'ai pas le courage de le dire à quelqu'un, c'était l'insulter. Vous me faites ça, je vous donne ça. Non, je ne peux pas faire ça. Parce que personne, si on me le dit, je renvoie l'intéressé.
Il dit, moi, on ne m'achète pas. Mais je suis libre de donner cadeau de ce que je gagne. Vous parliez d'un président qui était comme un père pour vous, j'ai oublié son nom. Sékou Touré. Sékou Touré. C'était le premier président de la Guinée. C'est le père fondateur. Et est-ce que vous diriez que dans vos carrières comme ça, vous avez eu plusieurs, entre guillemets, mentors qui vous ont aidé? Et écoutez, moi, je pense que j'écoutais beaucoup de personnes qui m'aimaient, qui me donnaient des conseils et qui m'appelaient pour dire telle affaire, il faut postuler. Je gagnais. Donc, pour moi, tous ces amis guinéens sont là encore. S'ils ne sont pas là, leurs enfants sont là. Je les aime tous. C'est eux qui ont fait de moi ce que je suis. De quelle partie de votre carrière vous êtes le plus fier? Je n'ai pas échoué dans mes activités. Mais je n'ai pas tout gagné comme je le souhaite. Mais j'ai bien gagné de ma vie. Donc je suis fier de tout le travail que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai dit à mes enfants, à mes deux filles. Il faut vous battre. Il ne faut jamais dire, je ne touche pas à ça. Il faut toujours toucher. Il faut toujours tenter. Il faut toujours vous dire que c'est là le bonheur. C'est mieux que d'aller mendier. C'est mieux que d'aller chômer. Parce que vous chômez, vous mendiez, vous êtes entraîné vers ce qui n'est pas bon. Vous allez voir quelqu'un d'autre avec des moyens, on va vous dire, allons-y, on va l'attaquer, on va lui retirer ce qu'il a. Je pense que le travail paye. Combien de personnes au maximum vous avez eu dans votre carrière que vous deviez gérer? Vous savez à peu près? Il y a des moments où j'ai géré plus de 300 personnes. Quand vous faisiez quoi, par exemple? Quand je faisais des usines, par exemple, j'ai repris Sogui Place, j'ai fait le garage Mercedes, j'ai fait les constructions, je ne me suis jamais limité à une seule activité. Maintenant, par exemple, je suis en train de construire un grand immeuble en Guinée qui finit dans 2 mois. Le travail a ralenti parce qu'il y a 20 ans que je l'ai. Le travail a ralenti parce que quand j'ai perdu mon fils, j'ai arrêté mon travail pendant 7 ans. C'était le plus grand choc de ma vie. Je comptais sur lui pour assurer la relève. Après, j'ai repris parce que j'ai dit, j'ai 2 filles. Mes filles se donnent à moi de tout cœur. Elles m'obéissent, elles font ce qu'on veut, parce qu'elles savent que c'est pour elles que je gère ça aujourd'hui. Vous participez un petit peu à l'innovation de votre pays, quoi. Ah oui. Ma fierté, c'est la Guinée, moi. Hein. Et ma deuxième patrie, c'est le Liban, pas ma première. Ma première patrie, c'est la Guinée. Je voudrais juste qu'on fasse une parenthèse rapidement, parce que c'est vrai qu'une partie de votre carrière, vous l'avez passée en ayant des activités industrielles en Guinée. C'était comment, du coup, ces activités-là en Guinée au niveau industriel auparavant? Vous savez d'abord ce que je dis, la Guinée est un pays vierge. Tous qui veulent travailler, veulent bénéficier de leur bon avenir, doivent venir travailler en Guinée. Moi, je les conseille. Parce que tout est vierge. Eux, on peut tout faire. Et le Guinéen est un peuple très pacifique, très large et très humain. Il ne rejette pas quelqu'un. Quand vous travaillez, il est là à vos côtés pour partager. Il est évident que dans toutes les sociétés, dans toutes les communautés, il y a des brebis galeuses. Cela est évident. Mais il y a beaucoup plus de sages chez nous que des personnes qui ne font rien. Donc, moi, j'ai fait la première unité industrielle de fabrication de tôle en Guinée. Parce que beaucoup de maisons se construisent, mais c'est la toiture. Il y avait une usine d'État qui a fermé. J'ai profité de la Deuxième République du président Lansana Conté ils avaient envoyé un bateau qui était chargé de tôle pour la Guinée. Quand Sékou Touré est mort, les Japonais ont dit non, nous on ne débarque pas si vous ne payez pas. J'ai payé $500 000, j'ai débarqué le bateau. J'ai vendu la tôle au prix que le président m'a dit, en ne faisant que à peine 10% de bénéfices par tôle. Mais entre-temps, les gens que le président m'a confiés, qui vont garder là, ont volé. J'ai supporté ce vol. Mais je dis, la meilleure façon, c'est que je fasse une usine de tôle. Et j'ai fait une très belle usine de tôle, qui est toute neuve, mais que je n'ai pas exploitée, parce que j'ai vu d'autres opportunités. À quel moment vous diriez que la Guinée s'est ouverte, vraiment, commercialement parlant? Depuis 1985. Depuis 1985. Ouais. Et là, vous avez vraiment vu le pays changer Absolument, absolument. Le président Lansana Conté, c'était un grand homme, que son âme repose en fait. Ce monsieur a beaucoup travaillé, il a laissé les gens travailler. Mais il leur disait toujours, acquittez-vous de vos devoirs, payez les taxes d'État, payez ceci. C'est de ça qu'on va vivre. Bon, tout le monde n'avait pas la même culture, il faut aller progressivement.
Après est venu un président avec qui je ne m'entendais pas du tout. C'est le président Alpha Condé. Alpha Condé était braqué contre moi. Pour lui, parce que vous savez, j'ai été très proche du président Lansana Conté. Le président Lansana Conté, c'est mon père qui l'a mis dans l'armée. Donc moi, il m'appelait jeune frère. On était à tuer à toi comme ça. Alors le président Alpha est venu, il me dit que c'est moi qui l'ai fait perdre les élections de 93. Donc il s'est braqué contre moi. Mais Dieu étant là, la population était là, il ne pouvait pas aller plus. Mais je sais qu'il m'a retiré un grand domaine, il m'a cassé les maisons, il m'a fait ceci, il m'a fait ça. Ça ne m'a pas découragé. Donc je sais qu'avec le président qui est là, c'est un homme, pour moi, qui se bat pour le pays. C'est un homme qui veut collaborer avec tout le monde, comme il le dit, d'intérêt égal à égal. Et moi, je le soutiens dans cette politique. Vous avez l'air d'avoir fait quand même beaucoup pour la Guinée en tant qu'entrepreneur. Ça vous a jamais traversé l'esprit de faire une carrière politique? Si, à un moment donné, oui, mais maintenant, non, plus jamais. Pourquoi? Parce que je ne suis plus jeune, j'ai 78 ans quand même. Non, je pense que je peux être un conseiller. Je peux être peut-être membre d'un Sénat, par exemple, mais je n'ai pas le temps à venir m'asseoir toute la journée pour discuter d'un problème. Non. Mes pieds vont me démanger, vont me dire lève-toi. Mais je peux être vraiment, et je pense que je souhaite être utile à ma préfecture. Dubreka est une préfecture que j'aime. C'est Dubreka qui m'a donné tout, qui m'a vu naître. C'est Dubreka qui m'a donné la belle femme, la plus belle femme de la contrée. C'est Dubreka qui me respecte et qui m'aime. Tout ce que je fais, j'ai cette liberté à Dubreka comme si je suis dans ma propre maison, dans toute la préfecture. À quel moment ça vous a traversé l'esprit de faire de la politique? Mais sinon, le président Conté voulait à un moment donné me donner des responsabilités politiques dans l'administration, dans le gouvernement. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Il me dit, pourquoi? Il dit, parce qu'on s'entend tellement bien qu'à un moment donné, même si on me voit rouler dans une Mercedes, on va dire, il a pris l'argent de l'État. On finira par vous dire ça, vous finirez à un moment donné par croire. Et ça va nous diviser. Je préfère garder cette amitié avec vous, cette fraternité, cette considération que vous avez pour mon père, que vous avez considéré comme un papa à vous, vous m'avez pris comme un jeune frère, qu'on s'arrête là. Je préfère consacrer le reste de mes temps libres à mes enfants et à mes petits-enfants. C'est la plus belle chose. Mais je pense que c'est là où il faudra essayer de regrouper des jeunes. Comme actuellement, il y a des jeunes qui ont fait des petites ONG qui m'appellent. Vous savez, c'est le plus grand plaisir que j'ai quand j'aide quelqu'un. J'ai vu que ma ville à Dubreka, il n'y avait pas de camion pour ramasser les ordures. Je suis venu acheter un camion d'occasion, mais un très bon camion, que j'ai offert à la préfecture. Je paye le chauffeur, je carbure le camion, je l'entretiens rien que pour nettoyer la ville. Je voudrais juste que vous disiez globalement quel regard vous avez sur l'intégralité de votre parcours. Est-ce que vous changeriez quelque chose? Est-ce que vous êtes fier? Non, je ne changerai rien. J'améliorerai peut-être. Chaque fois, ah oui, sur tous les domaines, sur les aspects sociaux surtout, et sur la formation des jeunes, que je ne voudrais pas perdre, sur l'apport que je peux leur accorder, sans pour autant leur priver ou les dispenser du travail, en leur disant, pour entretenir ce que je vous donne, il faut travailler. Et je les suivrai de très près. Ça, c'est mon objectif. Mais ce que vous êtes déjà en train de faire un peu à l'heure actuelle, non? Oui, je suis en train de construire une très belle mosquée que je donne à la population. Je cherche à faciliter les moyens de transport de cette population, à trouver des... Je cherche à tout prix à être utile à la société. Et vous parliez de la jeunesse avec des jeunes qui vous contactent, des ONG ou autres. Pour vous, ça a toujours été important tout le long de votre carrière de diversifier vos investissements et de faire aussi des investissements, on va dire, un peu plus social et sociétal où vous ne gagnez pas d'argent? Non, pas où je ne gagne pas d'argent. Je gagnais de l'argent. Mais pas suffisamment, c'est vrai. Mais je gagnerais de l'argent symboliquement, c'est vrai. Parce que si on ne gagne pas, à un moment donné, on est dégoûté. Mais qu'est-ce que j'ai dans ça? Non, mais par exemple, vous parliez d'un camion poubelle que vous avez acheté. Non, c'est différent. Oui. Ça, ce n'est pas une société. J'ai offert le camion à la population. Mais ça a toujours été important pour vous de faire ce genre de... Quand je vois qu'il y a une pénurie d'eau quelque part, et que pour faire ce forage
avec tous ces équipements, ça ne me coûte que 4 ou 5 000 dollars. Mais mon Dieu, je rendrais combien de milliers de personnes heureuses de voir un forage et de l'eau sans aller prendre la bassine d'eau à 200 mètres venir. C'est fatigant. Vous m'avez parlé un petit peu de l'entrepreneuriat en Afrique, vous avez investi, etc. Comment vous le définiriez? Comment elle a évolué l'entrepreneuriat en Afrique par rapport à vos débuts? Il a beaucoup évolué, ça a réveillé, comme on le dit, l'esprit des jeunes pour dire « Ah, ça c'est bien de faire ça ». C'est là où vous voyez les jeunes qui se retrouvent, qui font beaucoup de choses. Et c'est là où on retrouve encore l'intelligence de ces jeunes, qui vraiment ils sont très dynamiques. Mais il fallait juste à un moment donné leur donner un peu de tonus, c'est tout. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentialité. Je pense que vous avez été un exemple pour certaines personnes en Guinée. Tout le long de cet entretien, je dirais que la jeunesse, ça a été un petit peu le fil rouge de tout cet entretien. Est-ce que vous auriez un conseil pour un jeune qui se situerait en Guinée et plus globalement en Afrique, qui voudrait entreprendre? Quel est votre conseil? Et moi, d'abord, je lui dirais, vous savez, il faut d'abord qu'il accepte de commencer bas. Parce qu'on ne grandit pas tout de suite comme ça. Il n'y a pas de saut métier. Vous commencez, je prends un exemple. Vous voulez, par exemple, moi j'ai vu, je regarde un peu souvent, vous savez, avant de me coucher, il faut que je dégage ma tête. Je regarde sur TikTok, il fait des choses d'humour, etc. Et je dors bien. Ah oui, oui, ça me décharge un peu. Ça décompresse parce que quand on est stressé, on est anxieux, on n'évolue pas. On a tout de suite une maladie. Alors, ces jeunes doivent commencer à apprendre. Quand vous voulez être un grand ébéniste, faire de grands meubles, il faut déjà commencer à apprendre le marteau, savoir taper la pointe. Il faut d'abord transporter les planches pour votre chef, qui est votre maître en même temps. Vous voulez être un excellent chauffeur, il faut apprendre à comment vulcaniser un pneu, comment faire. Ne vous dites pas que ça va me salir la main. Vous commencez ça, 2 ans après, vous vous trouverez propriétaire d'un camion. Et vous pourrez travailler pour vous-même. Et là, vous comprendrez vous-même la valeur de l'outil que vous avez en main, comment vous l'avez eu. Mais si on vous le donne comme ça, vous n'y accorderez aucune valeur. Parce que vous pensez que celui qui vous l'a donné est parti le ramasser. Or, c'est le fruit de sa labeur. Il a travaillé pour avoir ça. Et c'est de son gain qui vous a donné ça. Pour que vous puissiez l'avoir, commencez comme lui. Moi, je leur dirais de venir, on va se conseiller tous les jours. Voilà. Moi, je pense que la jeunesse est partante, la jeunesse guinéenne, africaine, et des pays il n'y a plus de pays sous-développés. C'est fini ça, c'est pas vrai. C'est l'être humain qui se dégrade lui-même. Sinon, Dieu a donné toutes les opportunités à tous les pays. Il a donné du pétrole, peut-être, à l'Arabie Saoudite, mais il a donné chez nous, en Guinée, il a donné de l'or et de la bauxite. Il a donné au Mali de l'or, ainsi de suite. Tout le monde a quelque chose, mais il faut savoir l'exploiter. Et il faut refuser, je dis bien, celui qui vient pour vous faire travailler, excusez-moi du terme, comme un esclave, refusez ça. Dites, on va travailler, c'est vous qui avez apporté l'élément essentiel, c'est vous qui avez apporté les outils essentiels. Vous avez le droit de dire, vous devez gagner mieux que moi, mais faites-moi gagner de votre gain. Comment vous voulez que les gens se rappellent de vous? Moi, je vais laisser beaucoup de traces, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. J'ai fait ça. J'ai fait une mosquée, par exemple. Je participe à telle cathédrale, je investis. Et nous sommes là-bas. On participait à ça. Mais c'est une bonne chose. Je donne un véhicule pour le transport. Je crée un centre médical. Je crée une ONG. Mais tout ce qui est humanité, il faut le faire. Les gens se rappelleront de vous. Ils ne se rappelleront pas de vous parce que vous étiez un bel homme qui est passé là. Non, ça ne dit rien, ça. Parce que vous êtes monté dans une Mercedes, mais 100 millions de personnes montent dans des Mercedes. Vous montez dans la Mercedes, l'autre monte dans l'avion. Mais moi, je suis en train, c'est ce que je disais à mes filles l'autre jour. Je dis, j'ai la maison que mon père m'a laissée. J'ai construit à côté une grande maison. Mais je l'ai entretenue. Quand mes demi-sœurs sont venues, elles ont dit, j'ai dit, la maison là, elle ne change pas de nom. Elle reste la maison de Raouf, notre papa. Tout un chacun qui vient est là. Le préfet a été victime, son bâtiment est tombé, il est venu loger chez moi. L'administration, la préfecture, les bureaux sont cassés, ils sont venus loger chez moi.
La justice est chez moi, à Dubreka. Ça fait 21 ans, ils ne me payent pas de loyer. Je peux les faire sortir demain. Mais si je les fais sortir demain, où ils vont aller? On dirait Dubreka est sans justice. Donc j'accepte, je supporte. Mais j'ai plaisir d'être utile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi est constituée votre vie à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous faites? Bon, on a bien compris que vous êtes encore actif, que vous avez encore des projets. Mais, voilà. Écoutez, je construis en ce moment. Ça, c'est indéniable. Je cherche à faire un très beau site touristique, à Dubreka surtout. Je cherche à construire en dehors de la Guinée aussi, là où se trouve par exemple ma fille en Côte d'Ivoire. Si j'ai les moyens, un jour je le ferai pour elle, parce qu'elle est à moitié ivoirienne, elle est mariée à un Ivoirien. Je suis toujours dans l'option d'ouvrir un centre, une clinique. Je cherche ça, parce que j'ai rendu beaucoup de services à beaucoup de personnes qui souffrent de maladies. Et je crois que la santé étant l'élément essentiel pour la vie d'un être humain, quand on peut apporter quelque chose de plus pour lui donner de la vigueur et la meilleure santé et le sourire, je serais heureux de voir ça. C'est un très beau mot de la fin. Si vous voulez ajouter quelque chose, je vous laisse ajouter quelque chose. En tout cas, on peut très bien conclure. Non, merci. Je n'ai plus qu'à vous remercier, très sincèrement. Parce que si tout cela est fait, il a fallu qu'il y ait des hommes comme vous qui se soient sacrifiés pour venir nous écouter. Vous êtes le plus grand transmetteur de ce message, le communicateur essentiel. Et je crois qu'à travers ce que vous êtes en train de faire, beaucoup de personnes comprendront. Et ça, on vous le doit. Parce que quel que soit, ce n'est pas dans mon périmètre là que je vais répandre cette information. Mais c'est à travers vous, ce que vous faites, que les gens comprendront ce qu'il y a derrière ce mur. Voilà. C'est à moi de vous remercier, de vous féliciter et surtout de vous encourager. C'est une, comment on appelle, un métier de la vie qu'il faut respecter. Et ma devise, il vaut mieux être la queue d'un lion que la tête d'un chien. C'est magnifique pour finir l'entretien. J'adore. Mais merci beaucoup. Hein. Plaisir partagé. Et c'est grâce à des gens comme vous aussi qu'il y a une transmission, encore une fois. Oui, voilà. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous.